C'est bon, on commence? Ok, nickel. Hello tout le monde. Voilà, bienvenue dans notre nouveau format de podcast. Je propose que, avant de commencer, rentrer un peu dans le sujet, on se présente un peu, on fasse un petit tour de table, là, histoire de présenter un peu qui on est, ce qu'on fait, nos objectifs. Et puis, euh, et puis voilà, après on va commencer. Luc, tu commences? Avant le tour de table, peut-être donner le pourquoi du podcast. Puisque les C'est gens ne vrai. connaissent pas, donc à la limite, ils s'en foutent de qui on est. Dire pourquoi on fait ça, quel est le but, pourquoi nous écouter. Ouais, bah écoute, je pense qu'on est à peu près tous sur la même longueur d'onde. On est trois frères qui, même si on ne traite pas des mêmes sujets, sommes plus ou moins passionnés par l'entrepreneuriat. On a chacun envie de développer nos projets et progresser dans le milieu. Euh, je pense, moi, c'est ce qui m'a motivé. Il y a cette idée de personal branding autour de notre nom de famille, profiter du fait qu'on soit tous les trois intéressés par les mêmes sujets et donc essayer de fidéliser une communauté et parler en notre nom, histoire de nous faire connaître de plus en plus. C'était mon moteur en fait pour proposer le podcast. Après, je pense vous, c'est quoi ce qui vous a motivé? Vas-y, Lucas. Ouais, c'est, je pense que c'est une belle introduction, mais au-delà de ça, je pense que ce qui peut être intéressant, parce que finalement, on brainstorm en même temps qu'on tourne ce podcast, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est non seulement, bon, on développe nos choses chacun de notre côté, ok, on développe des actifs, blabla, mais peut-être c'est de voir si on peut pas développer un truc ensemble. Et se servir de ce podcast pour bin public le truc. Ok, toutes les semaines, on fait un point de bon voilà, c'est un side project, on n'a pas beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer la chose au fur et à mesure et construire un projet familial que l'on peut développer au fur et à mesure. Je pense que ça peut être cool. Ouais, carrément. Marc, t'es d'accord? Sur le principe, ouais, j'ai pas encore d'idées précises d'éléments qu'on pourrait éventuellement faire ensemble dans l'immédiat. Je pense que on peut pas forcément non plus euh, se forcer à trouver absolument quelque chose à faire tous les trois, même si c'est très chouette. Le simple fait que ce soit chouette de l'envisager ne veut pas dire qu'il faut justement se forcer à en trouver un. Mais en effet, s'il y a naturellement des synergies qui se créent, tant mieux. Ça, c'est très chouette. Sur le point du podcast, le pourquoi nous écouter, en fait, ce qui est intéressant, c'est précisément qu'on est donc à trois stades assez, enfin un peu différents tous les trois, et que en effet, il y a une partie building public, même si bon, c'est un terme maintenant un peu galvaudé, puisque on va pas, enfin personnellement, moi, je n'envisage pas de créer du contenu régulier pour être totalement transparent. Mais c'est bien d'avoir un point, peut-être là où on est, sur là où on en est aujourd'hui, nos projets respectifs, peut-être nos projets principaux, et toutes les, je sais pas, 2 semaines, on verra la fréquence du podcast, nous se tenir au courant des avancées, et donc tenir au courant les personnes qui peuvent nous écouter des avancées, et ce qui permet de suivre une évolution et de souvent de zéro ou pas loin, et donc de pouvoir se projeter. Et l'avantage pour nous, c'est que forcément, quand on a un rendez-vous comme ça, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, euh, d'avoir finalement des choses qu'on a envie de raconter, de dire, OK, là, c'est les 2 dernières semaines, voilà mes gros points d'avancement. Et je pense que c'est aussi une motivation pour se dire, bah attends, j'ai bientôt le podcast, même quand on a le moral un peu en berne, de se dire, bah j'ai quand même envie d'annoncer des bonnes nouvelles ou d'annoncer des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais qu'il y ait des choses qui se soient passées. Et donc, je pense que ça peut être un moteur aussi pour nous. Bien sûr. Après, je pense que, bon, quand on parlait un peu du concept du podcast, euh, quand j'en parlais avec Luc, on était plus ou moins d'accord pour dire que faut pas que ça rentre trop dans le building public personnel, c'est-à-dire individuel. C'est-à-dire que on va pas profiter de ces 45 minutes, 1 heure grand maximum pour juste parler de nos avancées personnelles à nous. Tu vois. L'idée, c'est de partager en fait entre nous nos apprentissages de la semaine, communiquer légèrement en fait sur ce qu'on fait, comment on avance, genre de choses. Et en fait, plus tard, c'est ça, on verra si on peut créer une sorte de projet commun à trois. Mais tu vois, le but, c'est pas de profiter de ces temps-là pour un peu faire la promotion chacun individuellement de nos avancées personnelles.
Ok, j'entends. Bah, ça n'empêche pas qu'en intro, on puisse en 2 phrases chacun. Ah bien sûr, Enfin, bien sûr. Ah oui, bah d'ailleurs c'est le but. L'idée c'est quand même de légèrement communiquer sur nos progrès. Alors, du coup, là où on s'était arrêté, c'était bon, je pense que ça s'étaiera au fur et à mesure des podcasts. Là, c'est un peu la version shotgun. Euh, le but, ça serait de partager en fait 2, 3 apprentissages de la semaine. Ça peut être sous forme d'actualité qu'on 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 a eu vent à travers des podcasts, à travers des newsletters, à travers des news communs, ou même des fun facts qui nous ont permis d'avancer, ou même des réflexions personnelles. Je sais que tous les deux, vous écrivez pas mal de votre côté sur des carnets, un peu ce qui vous passe par l'esprit, ce qui vous passe par la tête. Tu vois, ça peut être pas mal de dire où est-ce que vous en êtes de votre réflexion pour la semaine, tu vois. Où est-ce que vous avez poussé votre réflexion sur vous-même, sur vos objectifs, etc., etc. Donc, je pense que là, c'est le moment de se présenter un peu, de faire le tour de table. Qui veut commencer? Bon, bah, je peux commencer alors. Vas-y, commence. Alors, une présentation succincte sur ce qu'on fait actuellement ou une présentation globale, qui on est et ce qu'on a fait? Je pense plutôt global pour qu'ils comprennent le parcours. Et après, libre à toi de parler un peu de ce que tu fais en ce moment. Ok. Alors, moi, parcours atypique, enfin typique plutôt. Prépa, école de commerce, puis après, application mobile, côté marketing, ou donc application mobile consumer, qui n'avait pas trop mal marché, pour être honnête, mais on faisait pas une thune. Donc après, moi, j'avais besoin de faire de la thune, donc je suis parti dans l'e-commerce. J'ai créé 3 marques en ligne qui ont décollé pour le coup, full SEO, et qu'on a tout revendu. Les 3 marques ont été revendues. Et puis après, traverser un peu du désert où j'ai lancé pas mal de choses, du freelancing à la food tech, en passant par tout ce qui va aller à du consulting, de la création de communauté, jusqu'au jour où je suis arrivé dans le Web3. Le Web3, j'ai refait de la création de communauté, j'ai créé ma propre collection de janvier à mars 2022. Ça a très bien marché. Et puis après, on est parti de la création d'agences. Donc ça a super bien marché, mais enfin, trop vite, alors qu'on n'était pas du tout préparé. Donc ça s'est très, très vite écroulé. En 2 mois, en gros. Beaucoup de CA pour s'effondrer 2 mois après parce qu'on était incompétents dans le domaine. Et puis après, je me suis vite rendu compte que la prestation de service n'était pas fait pour moi. Et donc, je suis parti dans la création de ma propre communauté, les mercenaires du Web3 à l'époque. Donc, le but, c'est d'apprendre aux personnes à lancer des activités au sein de l'écosystème Web3 pour gagner un peu d'argent. Donc ça a super bien marché. J'ai fait ça pendant 1 an. Et puis après, nouvelle traversée du désert où je me suis dit, mais Luc, tu voulais créer le prochain Facebook, tu te mets à créer de la formation en ligne. Qu'est-ce que tu branles? Et donc, du coup, j'ai arrêté. J'ai fermé totalement boutique. J'ai lancé un autre podcast qui s'appelle The Next Big Shit avec mon ami Alex, avec son bonhomme. Et puis après, ça a débouché sur la création du Sanctuaire NBS. Ce Sanctuaire NBS, c'est une sorte de mastermind à l'échelle où finalement, n'importe quel entrepreneur peut venir rejoindre un groupe de 5 autres entrepreneurs, avoir un appel tous les 15 jours pour débloquer leur croissance, pour obtenir des solutions à toutes leurs problématiques et pour avoir un groupe presque thérapeutique, de thérapie, pardon, un groupe de thérapie avec 5 autres CEO à la fois hyper compétents et bienveillants. Et je lance ça depuis février. Et aujourd'hui, on est une petite vingtaine dans le Ok. groupe. Ah, génial. Génial, génial. Marc? Parcours de mon côté peut-être un petit peu moins typique parce que je passais par divers types d'études. Commencé par médecine, puis des maths, donc maths, informatique en licence à la fac, puis école d'ingé, entre-temps l'école 42, enfin en parallèle. Et j'ai fini par quitter tout ça, donc 42, bon, à mon grand regret pour des raisons différentes, mais en tout cas l'école d'ingé, le parcours un peu plus classique, pour des bonnes raisons en revanche, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc en lançant des applications mobiles, notamment une première app, donc celle dont parlait Luc justement qu'on a lancé ensemble en 2019-2020. Et moi, pour le coup, je suis jamais sorti des applications mobiles. J'y suis toujours resté, plutôt du point de vue tech produit. Donc j'ai fait ça non-stop depuis.
en lançant un certain nombre d'applications, beaucoup qui n'ont pas bien fonctionné, surtout au lancement, surtout quand je déléguais la partie acquisition, et certaines qui ont commencé à prendre un peu d'ampleur. Et il y en a une que j'avais lancée notamment par l'entremise d'une influenceuse c'était une application qui permettait à des collégiens lycéens de s'envoyer des compliments entre potes via sous forme de sondage. C'était une reprise d'une app qui a cartonné aux États-Unis par 2 fois, qui cartonne actuellement en Allemagne, un peu partout d'ailleurs. Et c'est parti en bad buzz. Et du coup, à cause notamment de l'image de l'influenceuse, du croisement entre l'image de l'application de l'influenceuse, le fait que ce soit lancé à grande échelle sur les réseaux, ainsi de suite. Donc Et c'est puis parti en bad aussi, buzz. Donc, faut peut-être rajouter aussi, il y avait des petits hicks, tu vois, de communication en fait, qu'il fallait gérer surtout de la part de l'influenceuse et qui n'ont pas été faits, quoi. Et c'est pour ça que c'est parti un peu en bad buzz, quoi. oui, mais là, j'entre pas dans le détail. C'est Bien pas sûr, vraiment ouais. le sujet. C'est survoler le truc. Mais c'était voilà, une histoire qui est partie un peu comme ça. J'ai lancé après d'autres applications, dont une avec Philippe Croison, donc l'aventurier français connu pour être polyamputé, qui a donc pas de bras, pas de jambes, mais qui a traversé la Manche à la nage, qui a fait le Paris-Dakar. Bref, un grand aventurier. Donc, on a lancé ensemble avec notre troisième associé Thierry Garot une application qui permet de géolocaliser toutes les places de parking, les lieux, les commerces accessibles aux handicapés avec tout un tas de critères. Je lance d'autres applications depuis, avec exclusivement en fait avec des personnalités publiques de tout type. Il y en a une autre là qui sortira bientôt, dont je parlerai peut-être dans un prochain épisode. Et là, mon objectif, c'est de structurer cette activité-là, toujours spécialisée dans les applications mobiles, B2C, et dans Ok. l'idéal même social, parce que c'est celle qui me fascine, qui m'obsède même. Et du coup, là, mon focus du moment, c'est d'internaliser toutes ces compétences que je faisais finalement quasiment solo avant, en recrutant, en m'associant même avec une petite équipe que j'appelle une équipe commando de 4-5 personnes maximum pour pouvoir délivrer des apps hyper rapidement, toujours sur cette thématique sociale, donc B2C, et probablement avec toujours les plus gros, les meilleurs créateurs possibles pour lancer les meilleures apps possibles. Ok. Juste avant de me présenter, moi, je pense que ça serait sympa, un de ces quatre, de faire un podcast ou un contenu rétrospectif de Greatest, de la première app que vous avez lancée ensemble. Du départ au Brésil à toute la partie idéation, à réalisation de l'app, pourquoi ça s'est arrêté, etc., etc. Ok, bah note ça dans un coin, ça peut être une idée. Ouais. Ouais, bah en plus, je pense que l'expérience même, tu vois, des voyages à travers le monde avec l'équipe et tout, avec Antoine et tout, ça peut être sympa à raconter, je pense. Mhm. Bon, alors, moi, pour me présenter, alors moi, je pense que j'ai un parcours assez classique, en fait, un peu comme lui. Moi, j'ai fait prépa MPSI, MP. J'ai fait une troisième année, j'ai 5,5. Maintenant, je viens de commencer, là, j'ai fait ma rentrée la semaine dernière dans mon école d'ingé. Je suis à Eurecom. Voilà, je fais la petite promo parce que l'école n'est pas très connue, donc venez dans mon école. Euh, c'est une école du groupe Mintel, donc axée beaucoup plus en fait informatique et télécommunications. Donc en gros, on touche à toutes les sciences digitales un peu. Donc c'est assez complet dans ce domaine. On verra par la suite si ça m'intéresse. Mais en annexe, moi, ça fait pas mal d'années que je veux absolument me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai essayé d'être un peu touche à tout, un peu rentrer dans le make money. Quand j'étais au collège-lycée, j'avais essayé de vendre des formations de sport. Euh, rien de très fructueux, mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'était l'essai qui a compté. Et là, depuis que mes concours sont terminés, je veux vraiment me lancer à fond. Bon, bien sûr, c'est un peu en side parce qu'il y a mes études à côté, mais donc, je suis en train de développer mon app mobile en lien avec le sport en ce moment. J'en parlerai sûrement plus à l'avenir, sachant que bon, il y a rien de concret pour le moment. Et puis, bon, bah, j'essaye de développer un peu mon personal branding, notamment sur LinkedIn, où j'ai vraiment envie d'essayer de hack LinkedIn. Donc là, je crois que j'ai atteint les 713 abonnés. C'est pas mal, mais j'ai toujours envie de plus. Et puis mon contenu, c'est un peu en dents de scie. Là, j'ai fait un post l'autre jour qui a très bien marché, qui a battu mon impression. Et le dernier post que j'ai marché, zéro, nada, il y a eu un like, alors que je pensais qu'il était intéressant. Donc voilà, mon but, c'est d'analyser un peu tout ça. À côté, j'aimerais bien développer aussi le podcast qu'on fait ensemble parce que c'est vraiment un projet qui me hype pas mal. Et sinon, hop, pardon.
Et sinon, je suis un peu rentré dans le make money, là, histoire de vivre ma vie d'étudiant sans trop de soucis financiers. Donc, je propose mes services de ghostwriting, spécialisé dans les contenus tech, pour le coup. J'accompagne un gars spécialisé dans l'intelligence artificielle et d'autres dans les applications mobiles, par exemple. Donc voilà, c'est ce qui me permet de gagner un peu ma vie. Et voilà, bon, rien de très très passionnant, mais comme j'aime écrire et puis ça m'oblige à me rester informé sur les actualités tech et tout, c'est assez satisfaisant et puis grisant aussi parce que c'est mes premières payes, donc voilà. Bravo. Bah, d'ailleurs, moi, ça m'intéresse sur ça. Tu te fais combien là par mois? Alors déjà ils m'ont pas tous payé, mais euh, mais là pour le moment je tourne à 150 € par mois pour c'est 150 par personne. En gros, je propose 3 posts par semaine et je facture ça. Bon, il n'y a pas vraiment de facture, mais je facture ça 150 € par mois. Mais c'est pour ça que je pense que je me démarque beaucoup, c'est que mes tarifs ils sont extrêmement bas par rapport au milieu. Et puis aussi, moi, ce qu'on m'avait souligné et que j'avais pas forcément remarqué, c'est que j'ai un profil très tech parce que je suis en école d'ingé et puis c'est des domaines qui m'intéressent et puis je suis un peu bon, j'essaye de toucher un peu à l'informatique et tout, donc j'essaye de m'informer et de développer un peu mes compétences là-dedans. Donc en fait, je suis plus à même d'écrire du contenu tech, tu vois. Si j'écris des trucs que je comprends, tu vois. Donc je fais pas du ghostwriting publicitaire, commercial pour vendre des produits, tu vois. Mais tu sais que ce que tu fais, je trouve ça incroyable parce que moi, à l'époque, quand j'étais en école de co, je gagne de l'argent en donnant des formations. Donc, soit en formant, en faisant de l'aide au collège, l'aide au lycée, très basique. Soit, eh bien, je faisais de l'aide type prépa et j'aidais les personnes notamment sur le résumé de texte. Mais en fait, la problématique de ça, c'est que je ne construisais rien en ligne de un Hmm. et de 2, je ne m'habituais pas au code de la création de contenu en ligne. Donc, je n'apprenais pas à comment créer du contenu en ligne et 2, je ne construisais rien sur le long terme. Et toi, le fait de pouvoir faire de l'argent directement en ligne, directement dès la première année d'école, si tu continues comme ça, déjà à la fin de l'année, il y a moyen que tu aies 500 voire 1000 abonnés sur LinkedIn, voire même plus que ça. Mais j'ai dépassé les 500 là, je suis à 700 et quelques. Alors voilà, tu vas avoir largement plus que ça, alors largement plus que ça. Tu vas commencer à te faire un petit réseau, tu vas commencer à te faire connaître et tu vas commencer à accumuler les clients. Et là, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ça se trouve, tu vas sortir de l'école avec déjà, eh bien, peut-être une petite agence. Si tu fais que ça, j'entends, hein, je sais que tu comptes évoluer, bien sûr, mais dans un monde où tu ferais que ça, tu peux sortir de l'école, c'est possible, avec une petite agence de ghostwriting, avec 5 personnes qui sont au-dessous, en dessous de toi, et peut-être une agence qui génère 10 000, 20 000 € par mois de CA au global. Donc, je trouve ça trop, trop cool que tu te sois lancé là-dedans. Donc voilà, bravo. Après, enfin, je n'y vois pas vraiment de perspective d'avenir parce que c'est pas un truc qui me vraiment me passionne. Moi, je préfère réaliser du contenu, enfin des projets un peu plus tech, un peu plus grisants, tu vois, le mythe de l'entrepreneur qui vraiment fonde sa boîte et tout. Moi, je t'avoue, le modèle d'agence et tout, pour le moment, c'est pas trop ce qui me fait triper. Je fais ça vraiment histoire de gagner un peu d'argent et puis aussi mettre un pied à l'étrier, tu vois, parce que ça, mine de rien, ça me permet de rentrer en contact avec plein de personnes. Et il y a plein de personnes où les contrats n'aboutissent pas, mais que j'ai eu au téléphone et juste d'échanger avec eux. Et aussi, ce qui est grisant, c'est de savoir que mon profil intéresse certaines personnes, tu vois. Je me sens un peu mis en valeur, tu vois, parce que les gars, t'as des appels avec eux, ils te posent des questions et ils disent, ah, bah, c'est trop cool ton projet et tout. Même s'ils sont pas intéressés, finalement, il y a un échange qui est extrêmement cordial et ça me fait du bien, tu vois. Ça me fait du bien d'enfin me lancer et de me faire connaître un peu par l'écosystème. Donc Raison, c'est voilà. la meilleure, enfin, le meilleur apprentissage, c'est de se lancer. Même si c'est sans doute loin d'être parfait, ça ressemble sans doute pas du tout à la forme que ça prendra d'ici même 6 mois. Peu importe. Le simple fait de t'être lancé, déjà, tu as fait plus que 95% des gens, c'est monstrueux. Et, Ouais. et du coup, justement, moi, j'ai une question sur ça. Comment est-ce que tu as fait pour trouver tes premiers clients? Parce que c'est généralement la question que tout le monde se pose. Personne ne me connaît, j'ai pas forcément beaucoup de skills, je viens de me lancer et je trouve que tu as trouvé tes clients hyper rapidement à partir du moment où tu t'es lancé. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour y arriver? Alors, alors, en fait, gros coup de chance finalement. Euh, faut savoir que j'ai peut-être eu un gros coup de boost sur LinkedIn parce que mes premiers abonnés sur LinkedIn, bon, je sais pas si je peux donner leur nom, tu vois, mais mes premiers abonnés sur LinkedIn, c'était que des profils suivis par beaucoup de personnes de l'écosystème. Des personnes dans le milieu de l'entrepreneuriat qui s'y connaissaient vraiment, qui m'ont suivi et ils avaient chacun plus de 10 000 abonnés, certains même de 30 000. Et donc ces Alors, profils-là,
question sur ça. Est-ce que du coup, ce serait ça, ces personnes, ces cadors qui te suivaient, Ouais. que c'est parce que Marc, notamment, a liké, commenté tes publications et donc, Non. Non. Non, en fait, je peux le dire là pour le coup. J'ai candidaté au projet The Quest, enfin, au programme The Quest. Et en fait, dans la foulée, tous les membres de l'équipe ou une grande partie de l'équipe se sont abonnés à moi. Et voilà, donc ils se sont abonnés à moi alors que j'avais zéro contenu, rien du tout. C'est juste que quand on s'inscrivait, on devait partager un lien de notre société. Moi, j'avais rien, donc j'ai juste partagé mon LinkedIn. Et c'était vraiment les tout Non, mais premiers. ça, ce que tu viens de dire est excellent. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'avoir quelques personnes qui sont connues juste qui like une publication et d'un coup, ça te ramène une tonne d'autorité. Et donc derrière, si tu proposes en plus des posts gratuits, bam, ça décoince des choses. Mais en fait, tu sais qu'ils ont même pas liké finalement. Je suis même pas sûr qu'il y en a qui aient liké mon premier post. Mon tout premier post sur LinkedIn, c'était vraiment là où en fait je proposais mes services de ghostwriting, où en gros je faisais une introduction personnelle, je disais où j'en étais rapidement, et je disais voilà, j'offre les 3 posts gratuits au premier qui me contacte par DM. Et en fait, j'ai eu quoi? J'ai eu 3 gars qui m'ont contacté par message privé. Il y en a un, ça a abouti. L'autre, j'ai eu un appel, mais il était assez suspicieux et plus moyen emballé, donc bon, ça n'a pas forcément abouti. Et l'autre, aucune nouvelle. Et par contre, ça a abouti à un contrat. Tu vois. En fait, le premier message que j'ai posté, j'ai eu une demande. On s'est appelé là quand j'étais en vacances. Marc était dans la pièce. J'ai eu un appel avec lui, grave sympa, grave good vibes. Moi, j'étais vraiment trop content de l'appel. Puis après, on s'est vu sur Paris. On allait boire un café ensemble. Et après, bah là, on a démarré. Bon, ça met du temps à démarrer en vrai parce que tu vois, mine de rien, même si j'aime bien écrire, je suis plutôt satisfait du style que j'ai. Euh, il a ses attentes personnelles, tu vois, il veut absolument pas faire du contenu assez putaclic, genre de choses, et il veut vraiment respecter un certain type d'écriture, tu vois. En fait, c'est mon rôle à moi, c'est d'adopter un peu le style d'écriture qu'il a envie de donner à ses posts. Donc ça met du temps à se lancer. On n'est pas encore sur la même longueur d'onde, mais ça va venir. Je pense là d'ici trois semaines, bah c'est l'idée, c'est d'ici 3 semaines, il vérifie même plus les posts que j'écris, tu vois, que dès que je les envoie, il me les valide et on les envoie. Donc voilà. Donc ouais, j'ai eu pas mal de chance parce que ça s'est fait extrêmement naturellement. J'ai fait zéro prospection, j'ai envoyé quasiment zéro message privé sur LinkedIn. Et, euh, et voilà. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça, donc gros coup de chance. Bah, c'est de la chance provoquée. Donc, c'est le fait d'avoir même Bien posté sûr. ton post, d'avoir la forme aussi, de dire l'accroche, c'était j'écris au post gratuitement. Après, tu détaillais que c'était voilà, les 3 premiers posts gratuits et que ça n'engageait en rien, etc. Donc en fait, il y a même des gens qui t'ont contacté juste pour que tu écrives les Ah oui, premiers oui, posts ça, gratuits, ouais, ça. sans même qu'ils pensent à devenir client derrière. C'est pas grave, c'était le deal, donc toi, ça te pose aucun souci. Et Bien donc sûr. à Et partir de puis, ce moment-là, ça te permet de faire tes preuves. carrément. Et puis, même si ça aboutit sur rien, euh, c'est une certaine c'est une certaine crédibilité que tu vois, je me donne en leur envoyant les posts parce que les gars, ils savent derrière en lisant mes posts que bah, je suis pas un rigolo qui juste fait du chat GPT pour rédiger. D'ailleurs, je sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, du coup, là, j'ai une nouvelle passion, c'est de vérifier avec, tu vois, des trucs en ligne, si des posts LinkedIn ont été rédigés par GPT ou non. Et en fait, du coup, ça m'entraîne parce que il y a plein de posts où je me dis, ah, c'est sûr, c'est GPT. Et je fais copier-coller du post, je le mets sur, bah, il y a des tests gratuits, tu vois, tu as certains tokens, tu vois, où tu peux les utiliser gratuitement pour vérifier si c'est un post GPT ou non. Et, euh, et une chance, allez, une fois sur 5, je me trompe. Mais 4 fois sur 5, j'ai raison. Et quand je dis que c'est un post GPT, c'est un post GPT. Genre, ça se voit très, très facilement. Donc, je sais pas si vous remarquez vite les posts. Parce que c'est souvent des posts génériques. Ils se ressemblent tous. Il y a tous les mêmes codes. Tu dis à ton prompt, voilà, faut que ça fasse post LinkedIn qui me ramène de plus d'impressions possibles avec un titre putaclic. Moi, je suis convaincu que LinkedIn, ça devient de plus en plus des bots parlent à des bots. Je répète, des bots parlent à des bots et des bots répondent à des bots. Et ensuite, tu as des commentaires. Ça, pour moi, c'est les commentaires qui se voient le plus quand c'est du autogénéré. Ouais, bien Ah, sûr. merci pour ce super partage. Très belle leçon de vie. Suite à un post qui n'a rien à voir. Je dis, bah, non. Donc, bref, pour moi, c'est beaucoup de l'entre-soi. Entre ça et même avant l'IA, les pods. Les pods, c'est tu sais, des groupes de personnes qui, sur WhatsApp, se disent, vas-y, j'ai posté ça, allez liker, machin. Ça, c'est cool pour propulser. Mais il n'empêche que ça reste de l'entre-soi. Tu peux avoir un post qui a fait 100 likes. 60 likes et réactions, machin, c'est des gens du pod, du groupe.
les 40 suivants, sur les 40, il y en a 20, c'est des bots. Et il y a 20, c'est des vraies personnes. Et en fait, tu arrives à toucher 2 personnes nouvelles. Enfin, tu vois, c'est un peu. Ouais, mais ça c'est Pour pas moi, c'est une sorte de pédiluve. pour le coup, les pods, en fait, un truc que j'ai compris, c'est que c'est pas trop grave si tu as, sur Solike, tu en as 60 qui viennent d'un pod, WhatsApp par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pod pour les personnes qui ne savent pas? En gros, tu rentres dans un groupe, souvent WhatsApp ou Telegram ou Discord, et c'est un groupe d'entraide pour obtenir de l'engagement et de la visibilité sur son post. Et donc, en échange de commenter, liker tous les posts des autres, et ben on reçoit des commentaires et des likes de tous les autres membres. Voilà, je schématise. Hein. En gros, c'est ça. Mais en fait, la vraie force de ce truc, c'est de profiter du réseau de tous ces moutons, entre guillemets, qui like et commentent le post. Et donc derrière, si vous avez 100 personnes qui viennent du pod, qui like et commentent, et que votre post, il a un peu de la gueule, et bien derrière, vous allez être visible par une bonne partie du réseau de ces 100 personnes. Et donc, au lieu d'avoir 100 impressions, vous pouvez avoir 10 fois plus d'impressions, 100 fois plus d'impressions. Et ça donne quelque chose de, certaines fois, hyper intéressant. Hyper intéressant. Et donc, ce qui marche hyper bien avec les pods, c'est de s'en servir comme déclencheur pour les posts viraux, notamment pour des posts type commentez ça et je vous envoie celui de magnet de dingue. Là, d'un coup, on va avoir 3, 4, 5 personnes qui viennent du pod qui vont commenter. Et donc, ça va nous faire nos premiers sans impression. Et puis derrière, boum, il y a des vrais touristes aussi qui vont venir et qui vont dire ah ouais, ça m'intéresse, let's go, je le fais. Ensuite, pour auto-expérience, moi j'ai essayé les deux. Là, je fais plus tout de pod et je vois que ça marche mieux. Donc la question c'est est-ce que ça marche mieux parce que je me suis servi des pods en amont et donc du coup j'ai gagné en visibilité, j'ai gagné des nouveaux abonnés, ou est-ce que ça marche mieux parce que LinkedIn voit bien que les personnes qui réagissent, c'est des vraies personnes qui sont réellement intéressées au post et donc ils poussent davantage le post? Je sais pas. Est-ce que vous avez déjà utilisé ou pas, Baptiste ou Marc? Non, du tout. Et du coup, j'étais en train de me dire que j'allais peut-être essayer. Je t'enverrai un lien. Il y a un lien qu'utilisent tous les gros influenceurs de WhatsApp. Et Ok, en gros, génial. comment il s'appelle, Marc, l'un de tes associés, je crois, sur le projet de Philippe Croison? Thierry Garo? Garo. Thierry, il y est. Il y a Thierry, il y a Valran, il y a l'avocat Arnaud Toitis, je sais pas quoi. Oh, lui, je l'ai vu passer tellement de fois, lui. Et ben, il y a un pote. Et il est Ah, mais Tous c'est les gros normal. cadors, tous les gros cadors qui font des vues, ils ont tous des potes. Il y a Sixtine aussi, Moulet, enfin, je crois qu'il s'appelle Moulet. Oui, c'est Liberto, c'est la sœur de Valéran. Ouais, voilà. Bref, tous les cadors, ils sont sur ce pod. Et il y a, je crois qu'il y a une 100, 150 personnes. Et vous pouvez y avoir accès très facilement. Il n'y a pas de souci. Ok, bah, je Ah, mais il n'y serais a chaud aucun souci, d'avoir puis ça le fait lien. sens. Ça fait complètement sens. C'est des gens qui, pour qui, dont une grande partie, une part conséquente de leur business vient des réseaux sociaux, notamment de LinkedIn. Donc, ça fait complètement sens pour eux. Je dis pas le contraire. Je dis juste que pour moi, je vois beaucoup ça entre les pods et les bots et machin. Je vois beaucoup LinkedIn en proportion devenir de plus en plus une sorte d'entre-soi de personnes qui se font des impressions mutuelles sans pour autant que ça débouche en proportion suffisante sur du business derrière. Je suis Ouais. totalement d'accord, mais est-ce que finalement, il n'y aurait pas une petite question j'allais dire d'éthique, je ne sais pas si c'est le bon mot, pour des personnes qui, parce que le crayon, enfin toutes les agences de crayon, c'est de la prestation de service, souvent personal branding, souvent rattaché LinkedIn, qui facturent hyper cher, justement, pour développer ça. Et que derrière, eh bien, les personnes, ils se servent de pod pour pousser leur propre poste. C'est quand même, il y a quand même une question. Je sais pas du coup si c'est alors forcément ils jouent le jeu des algos, forcément ils disent bon bah si je fais ça, ça marche mieux, il y aura plus de personnes, donc à la fin de la journée ils vont avoir plus de résultats. Mais on attend de personnes qui se disent spécialistes de LinkedIn de savoir percer parce que justement c'est des spécialistes de création de contenu qu'ils arrivent à mobiliser, à savoir comment l'algorithme fonctionne sans utiliser ce genre de choses. Peut-être, hein, peut-être que je me trompe totalement. Mais je me dis, putain, est-ce que si leurs clients est du CAC 40, s'ils disent qu'ils ont des clients du CAC 40, d'ailleurs, je crois qu'ils marchent très bien. Hein. Je crois qu'ils vont faire 3 millions cette année. S'ils savaient ça, bon. Et est-ce que vous, demain, si vous payez un ghostwriter de dingue en disant, OK, c'est le meilleur, et qu'après, en fait, vous vous rendez compte que vous avez des vues, mais que les vues et les likes viennent de pod, comment vous pourrez réagir? Est-ce que vous direz, bon, bah, OK, c'est chill, OK, j'ai des réactions, c'est le jeu? Ou est-ce que vous diriez, ah bah non, il y a un problème. Moi, je pensais que c'est uniquement de l'organique, que c'est uniquement parce qu'on crée du contenu de dingue et que c'était pas de l'artificiel qui venait, quoi. Bah, déjà, c'est moi le meilleur ghostwriter. Non, bah, en vrai, je pense que c'est un peu le jeu, tu vois. Enfin,
Ouais, c'est triste, mais tous les moyens sont bons pour avoir de la visibilité, quoi. Enfin, c'est un peu le jeu aujourd'hui, quoi. Moi, je pense ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est ni, bon, bah, c'est le jeu de la visibilité, ni, les escrocs, ils utilisent des pods, etc. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, selon mon objectif, typiquement, si je suis un patron du CAC 40, ça va être peut-être un objectif différent. Mais tu vois, si je fais appel à eux pour obtenir du business via LinkedIn, la seule métrique qui va m'intéresser, in fine, c'est le business qui entre. Si c'est propulsé par leur pod et que j'ai 200 likes et qu'il y en a 180 qui viennent du pod, mais que ces 180 ont généré du business derrière, je m'en fiche, je m'en contrefiche. Si je suis un patron du CAC 40 et mon objectif c'est vraiment de la visibilité sur LinkedIn et que en fait je me rends compte que la quasi-intégralité des likes, etc., c'est toujours les mêmes parce que c'est leurs potes, peut-être que sur la durée, j'en discuterai avec eux. Au début, je pense pas que ce soit un problème, au contraire. Parce que tu vois, si justement je suis un patron du CAC 40, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils les contactent eux. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont pas du tout habitués à se faire connaître sur les réseaux. Bon, bah, les premiers mois de présence sur LinkedIn, même si tu es propulsé par un pod, c'est-à-dire par le même groupe de personnes en permanence, et bah, au moins ces personnes-là te voient et tu commences déjà à te faire un nom, ne serait-ce que dans ce groupe-là. Et rien que ça, déjà, ça a de la valeur au moins au début. Après, sur la durée, c'est peut-être autre chose. Mais au début, moi, ça me gênerait pas, tu vois. Hmm. Est-ce que vous croyez en la possibilité de créer une communauté? Vraiment, communauté, c'est au sens fidèle, vraiment très soudé sur LinkedIn. C'est une bonne question. Enfin, ouais, c'est plutôt, ta question est bonne. Je pense que c'est vraiment de l'ordre de, pour moi en tout cas, c'est vraiment de l'ordre de la croyance. Oui ou non, parce que j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans. J'y crois à la fois pas, parce que pour moi, LinkedIn, c'est pas un outil fait pour des communautés, puisque c'est beaucoup unilatéral, où c'est le principe d'une communauté, c'est de l'interconnexion entre les membres, et là, c'est pas vraiment le cas. Euh, et en même temps, dans le cadre de produits B2C, donc à destination du grand public, donc toi, moi, tout le monde, euh, peut-être. Parce qu'on a déjà vu des exemples de ce genre-là, tu vois. Je pense je crois que c'est Green Got, la banque, voilà, donc adresse B2B, donc pour les particuliers et qui vise à utiliser l'épargne en gros pour financer des projets verts. Eux, je crois qu'ils ont réussi pas mal à se créer justement leur communauté sur LinkedIn. Je pense aussi évidemment à Justine Muto et Respire, où Ouais. pareil, c'est beaucoup passé. Alors, elle expliquait il y a pas longtemps justement dans un entretien que c'était passé par une première vidéo de lancement qui était un peu partie virale lors de leur campagne de financement participatif. Et elle expliquait que paradoxalement, sa vidéo initiale avait fait quasiment toutes ses vues, enfin en tout cas une bonne partie de ses vues sur LinkedIn. Là où normalement, à l'époque en tout cas, quand elle s'est lancée, ça cartonnait pas autant qu'aujourd'hui. Et donc le phénomène de communauté euh, fonctionne pour ce type de produit. Mais encore une fois, je mettrais un léger bémol, c'est que c'est disons une semi-communauté. C'est plus qu'une audience, mais c'est pas une communauté dans le sens, comme tu le dis, souder les membres entre eux. On Ouais. embarque beaucoup de gens avec toi, donc un peu plus qu'une audience, mais pas jusqu'à aller au phénomène de communauté véritable. Ouais. Et Luc, l'expert des communautés? Non, en fait, comme Marc l'a très bien dit, tu peux avoir des personnes qui te suivent, des personnes qui achètent, des personnes qui commandent, des personnes qui likent, des personnes qui te lisent, et que ce soit une audience. Hmm. Une communauté par essence, c'est très souvent une relation qui est horizontale. Les membres qui communiquent entre eux, sans forcément avoir l'intermédiaire du groupe. Là, la problématique, c'est qu'ils sont obligés de parler entre eux sur des posts du groupe LinkedIn. Donc, c'est pas une communauté par essence. Après, est-ce que pour autant, on peut créer une audience ultra fidèle? Oui, c'est possible. Il y a des influenceurs B2C très connus sur Instagram qui l'ont fait. Et sur LinkedIn, enfin, je parle d'Instagram, mais LinkedIn, pour moi, c'est la même chose. Par contre, ce qu'il faut pouvoir se dire, excuse-moi, il y a un peu de bruit. Je sais pas si ça s'entend ou Non, pas? on n'entend pas, non, On c'est n'entend bon. rien. Ok. Par contre, ce qu'il faut réellement comprendre, c'est comment ces plateformes-là fonctionnent. En fait, ces plateformes, Instagram, LinkedIn, surtout TikTok, un peu YouTube, c'est des plateformes dites publiques. C'est là où on va avoir de la visibilité. C'est là où on va se faire connaître. C'est là où en anglais, on va avoir ce qu'on appelle de l'awareness. Mais c'est pas forcément là. Je dis pas forcément parce qu'il y a des personnes qui arrivent. On crée de la relation.
la vraie relation intime, forte, où on crée une audience fidèle, ça se passe sur des plateformes privées. Et donc là, les plateformes privées, soit celles des communautés, type Discord, School, soit ça va être sur des plateformes privées où on crée des audiences, type un canal Telegram, type Ouais. mail. Et donc pour te répondre de manière large, alors il y a plein d'exceptions à ça, il y a plein de personnes qui arrivent, mais de manière globale, pour te répondre, LinkedIn c'est top pour te faire connaître. LinkedIn c'est top pour de plus en plus les plateformes sont algorithmiques de tous les cas. Ouais. De moins en moins elles sont chronologiques, je crois, chronologiques. C'est-à-dire que c'est pas les derniers posts qui sont poussés, c'est les posts qui peuvent le plus te plaire qui sont poussés. En gros, de plus en plus algorithmiques. Et donc à partir du moment où ils suivent à peu près tout le modèle TikTok, ces plateformes, c'est pour faire connaître. Et après, dès que tu peux, fais-les sortir vers une plateforme que tu maîtrises, qu'on appelle le trafic que tu possèdes, c'est-à-dire une liste mail. Et j'allais dire un canal Telegram, de moins en moins. J'ai l'impression qu'il est en train de faire de plus en plus marche arrière depuis sa petite arrestation, Pavel Durov. Donc, grosso modo, ça va être ça. Ça va être soit de la liste mail, la bonne vieille newsletter. Et d'ailleurs, c'est peut-être un truc, une proposition que je peux vous faire d'ailleurs à la fin du podcast, concernant le Alain Bayer. Ou alors un canal Telegram qui marche bien. Voilà, je sais pas si Ouais. ça... Ouais, si. Bah, en fait, là, moi, je me suis pris une grosse claque hier. Bon, je pense que beaucoup de personnes vont en parler. Mais ça a amené, du coup, une grande réflexion sur la création de communauté. J'ai regardé le reportage d'Inoxtag. Je sais pas, il a gravi l'Everest. Luc, tu as dû peut-être voir passer, Marc, je sais pas. En gros, il a gravi l'Everest et il a tout filmé. Il a réalisé un film. Il a fait plus de 200 000 entrées au cinéma, je crois. Faudra vérifier les chiffres, mais je crois que j'avais vu un article de BFM, plus de 200 000. Et là, en à peine 10 heures, sa vidéo, elle a fait presque 10 millions de vues. Une vidéo de 2 h 30. 2 h 30, 10 millions de vues en moins de 10 heures. C'est colossal. Et en fait, tu es là, tu te dis, mais comment il a fait? Est-ce que, parce que lui, pour le coup, il a réellement créé une communauté autour de sa personne, en fait, autour de son nom. Mais, tu vois, initialement, juste il se filmait sur des jeux. Je- En fait, en prenant du recul, je me demande si la création de communauté, ça part pas, en fait, d'une volonté de ne pas créer une communauté. C'est-à-dire juste, je te prends pas au sérieux, tu fais tes trucs, tu fais ce que t'aimes, et c'est parce que tu fais ce que t'aimes que les personnes vont aimer te regarder, tu vois, t'ont été de suivre, vont aimer te voir progresser. En gros, je pense qu'une communauté, pour que ça marche, du coup, pour qu'elle soit vraiment fidélisée, il faut une certaine passion de la part de ceux de la part de ceux qui y sont, tu vois, qui en font partie, tu vois. Et la passion, elle se manifeste euh, quand le créateur il apporte quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être du divertissement ou un enseignement ou que sais-je. Mais donc je suis pas sûr que on peut réellement créer une communauté en ayant pour mentalité dès le début, je vais créer une communauté. Je sais pas pour cette conclusion-là, mais en tout cas, je te suis sur la première partie. Je pense que la passion, c'est contagieux. Je suis le premier à me surprendre, à être fasciné parfois. Euh, je suis le premier à être souvent fasciné par des gens passionnés, par des sujets même d'habitude, j'en ai rien à faire. Tu vois, je prends souvent l'exemple d'un gars dont je regardais les vidéos il y a quelques années sur YouTube qui parlait de figurines manga. Je m'en fous. Je m'en fous vraiment. Et en fait, sauf que le gars, il transpirait tellement la passion que je me surprenais à passer mes 15, 20, 30 minutes devant ses vidéos parce que le mec transpirait de sa passion. Et donc, ça fait lien avec ce que tu expliquais avant, c'est-à-dire qu'en effet, je pense que quelqu'un qui va communiquer via de la création de contenu, quelle que soit la plateforme, sur sa passion et qui va vivre sa passion, qui va du coup communiquer de manière presque charnelle ce qu'il adore, ça va emmener des gens avec lui. Ça va emmener d'autres passionnés sur le même sujet, mais aussi des gens qui initialement n'ont pas forcément grand-chose à faire de cette thématique, mais qui sont embarqués par soit la personnalité, soit la passion que la personne dégage. Mmh. Et donc, en effet, c'est cet effet boule de neige qui, in fine, a le plus de chances peut-être de créer ce que tu appelles une communauté à l'arrivée. Luc, un mot à dire? En fait, je suis pas tellement d'accord avec toi, Baptiste. Et Marc, je te rejoins assez, au sens où
c'est rarement, enfin, les coups de chat, ça existe, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on va dire on crée une communauté qu'en fait on va pas réussir à recréer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de personnes sur notamment LinkedIn et les réseaux qui disent on va créer des communautés, let's go, qui eux se plantent totalement. Mais c'est normal, parce que juste ils n'ont pas les codes, ils n'arrivent pas, parce que ça marche pas. Mais ce que tu dis est intéressant, au sens où en effet, ce qui matche bien, c'est de créer la relation. À partir du moment où tu arrives à créer une relation forte, dans le temps, suffisamment pendant longtemps, et ça fonctionne à la fin de la journée. Je vous conseille le super livre de Russell Brunson qui s'appelle Expert Secrets, secret expert. Voilà, tu vois. Russell Brunson, qui est un marketeur très connu aux États-Unis, qui a sorti ce livre, je crois, en 2017. Et il explique vraiment ce phénomène de comment on crée une tribu, comment on crée un groupe, comment on devient un groupe. En fait, ce qui a marché avec Inoxtag, c'est quoi? Ce qui a marché avec Inoxtag, je sais pas, je pense qu'initialement, il n'avait pas comme objectif de créer une communauté, mais peut-être qu'il avait comme objectif de créer du contenu. À partir du moment où tu crées un contenu, tu as quand même un objectif de créer une audience à la fin de la journée. En plus, le mot audience, communauté sont assez galvaudés, on ne sait pas trop quoi est quoi, on mélange, la plupart des personnes ne comprennent pas trop. Donc, je pense que pour la plupart des personnes qui aujourd'hui sont des influenceurs sur les réseaux, pour eux, ils ont une communauté, et pour eux, ils avaient l'objectif de créer une audience et donc créer une communauté. Ce qui a marché avec Inoxtag, c'est qu'il a répliqué de la durée depuis 10 ans, j'imagine. Toujours la même chose. Une formule qui marche. Depuis 10 ans, il a créé un truc qui fonctionne. En étant lui-même, en créant la relation avec des membres, parce que j'imagine qu'il faisait du live. Il faisait du live. Ouais. Mais c'était pas initialement ce qu'il faisait, quoi. Ok. Mais ce que là, c'est qu'il y avait un point de rendez-vous. Il y avait une attache avec le personnage. Il y avait des points communs. Il y avait un délire commun. Il y avait peut-être qu'ils avaient une appellation spécifique entre eux. Et au bout d'un moment, ça fonctionne. Les Hot One BM, pourquoi Hot One BM fonctionne? Hot One BM, ça fonctionne parce que le mec, c'est un dinosaure du web. Il est là depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il crée des vidéos. Depuis 10 ans, il crée du lien. Il a aucune... Enfin, j'allais dire, il a aucune communauté. Si, il a un groupe Facebook, Hot One BM. Il a créé, finalement, c'est un groupe qui marche par lui-même et ça s'appelle juste Hot One BM. Les personnes, ils commentent entre eux, ils réagissent. Mais le mec, il n'est pas forcément présent. Il est même pratiquement jamais présent là-dedans. Mais à la fin de la journée, si tu veux vraiment créer une audience vraiment sur la durée, il faut publier sur la durée. En permanence, avec un format qui fonctionne et avec des codes qui marchent. Un code qui marche, c'est un discours. Des codes qui marchent, c'est une certaine idéologie. Un code qui marche, c'est des éléments d'appartenance. Par exemple, pour BM, c'était les digital nomades. C'était les personnes qui voulaient, quoi qu'il arrive, gagner de l'argent, non pas pour gagner de l'argent, non pas pour monter the big startup, mais pour avoir la liberté de mouvement, la liberté de penser, la liberté de faire ce qu'il veut faire. Et pour Inoxtag, je pense que c'était la même chose. Inoxtag, c'était des personnes qui... alors, encore une fois, je ne connais pas par quoi il a commencé, mais j'imagine qu'initialement, c'était des jeux vidéo. Très certainement, ils faisaient des tests de jeux vidéo. C'était des passionnés de jeux vidéo. C'est des personnes qui avaient besoin de réconfort le soir, peut-être, parce que, je sais pas, peut-être qu'ils se sentaient seuls et qu'ils se disent Inoxtag, si on prend rendez-vous, on va se marrer avec lui. Et puis aussi... Au fur et à mesure, ils ont grandi. Et puis, ça a duré. Et puis, son audience, il a grandi. Il est devenu plus mass market. Et c'est te dis qu'attends, je finis juste sur ça. Ouais, bien sûr. La majorité des personnes sur LinkedIn et sur Instagram, en fait, ils n'ont pas cette même vision-là. Ils abandonnent généralement au bout de 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, c'est le max, et ils arrêtent. Donc forcément, la question, elle ne se pose pas pour eux. Parce qu'ils essayent, ils aimeraient bien créer une communauté, mais ils n'y parviennent pas parce qu'ils n'arrivent pas à tenir suffisamment sur le long terme. Un type de format et à construire finalement leur message au fur et à mesure. Et dans ce cas-là, ça fait le lien avec ce que disait Baptiste, finalement. D'une autre manière, c'est-à-dire que ceux qui réussissent beaucoup en général plus souvent à créer leur communauté, c'est des gens qui initialement n'avaient pas forcément comme finalité la création de communauté. Parce que tu peux tenir sur la durée, c'est vrai dans la création de communauté, mais je pense dans tous les projets, tu ne peux tenir sur la durée que lorsque tu es animé par une vraie passion. Et pour construire un projet qui marche et une communauté qui fonctionne, il faut tenir sur la durée, comme tu le dis. Et donc, statistiquement, tu auras toujours plus de gens qui parviennent à créer des vraies communautés qui n'avaient pas cet objectif initialement, mais juste qui étaient animés par une passion et qui ont fini par agglomérer des gens et créer une communauté, que des gens qui avaient comme finalité la création de la communauté et qui, par coup de chance ou autre, ont réussi quand même à créer leur communauté sans pour autant être plus passionnés que ça et en ayant uniquement comme finalité cette création. Ouais, en vrai, je te rejoins. Enfin, je suis assez d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas forcément dire pour autant
que les personnes qui disent j'ai envie de créer une communauté, ils ne marchent pas. Et qu'au contraire, les personnes qui disent j'ai juste envie de faire ça marchent plus que les autres. Par contre, ce qui est vrai, c'est que lorsque la big ID, le pilier central de la communauté, c'est quelque chose qui te passionne, ça marche mieux. Parce que quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir tenir dans la durée. Et la consistance, c'est vraiment ça qui fait tout marcher, enfin, qui fait réussir. À la fin de la journée, si tu es dans un marché qui existe, ok, qui n'est pas vide, les jeux vidéo, ça existe, le ghostwriting, ça existe, le digital nomade, ça existe, bref, tous ces marchés-là, et que tu arrives à faire ça suffisamment sur le long terme, bah, à la fin de la journée, ça marche. Quoi. Au bout d'un an, ça marche. Pardon, ouais, il y a un exemple justement là que je m'étais noté, et ça fait le lien avec ce qu'on disait. J'ai écouté justement là ces dernières semaines un entretien, un podcast avec Harold Parizeau. Donc vous voyez, donc Harold Parizeau, le fondateur du Chinese Business Club. Et je vais retrouver le nom d'ailleurs du gars qui a fait le podcast. Je lui avais envoyé un message et je m'en veux de pas l'avoir retenu, donc je vous dirai. Le gars justement, c'est donc le nom de la chaîne, c'est Just Brand. Ok, ouais. Et je retrouvais le nom du gars. Et très intéressant cet entretien, parce que Harold Parizeau, donc le Chinese Business Club, c'est un club d'affaires qui propose des déjeuners assez réguliers avec un certain standing, une certaine élégance. Tu vas pas en basket jogging ça se veut quand même assez une certaine élégance. Et là où il était très bon, c'est qu'il a réussi, il explique ça dans l'entretien, c'est qu'il a réussi dès le début assez rapidement à avoir en invité d'honneur des grosses personnalités. Pour autant, ça a pris des années, mais littéralement des années, avant de commencer à vraiment fonctionner. Je crois qu'il a lancé il y a quelque chose comme 10-12 ans, et ça a mis 3 ou 4 ans avant de commencer à pouvoir lui-même se payer. Il expliquait que pendant des années, c'était littéralement, il mangeait des pâtes, il sautait des repas, c'était assez tendu. Mais c'est un bon exemple je trouve, d'un entrepreneur qui était littéralement passionné par son sujet, absolument convaincu intrinsèquement que ça allait prendre, donc croyant, le plus gros croyant dans son propre projet, qui, grâce à la passion, a pu tenir sur la durée suffisamment jusqu'à ce que tu aies cette fameuse courbe d'inflexion et que ça prenne. Aujourd'hui, le Chinese Business Club, ça fait, je pense qu'il n'y a pas une personnalité de LinkedIn ou même entrepreneur qui n'y soit pas passé. C'est quelque chose d'assez énorme qui cartonne en termes même de chiffre d'affaires, de revenus. Donc félicitations à Harold et l'entretien. Donc je rappelle sur la chaîne YouTube Just Brand est très intéressant là-dessus. Et je pense que c'est un bon exemple justement de ce qu'on disait avant. Un gars qui a réussi à créer la communauté du Chinese Business Club. Encore qu'on pourrait discuter de la définition, mais un certain engouement pour son projet juste parce qu'il a été animé sur la durée. Je crois que j'ai vu la vidéo. Et en effet, alors déjà, je sais pas à quel point c'est du storytelling ce qu'il raconte. Alors, l'histoire de j'ai mangé des pâtes, j'ai sauté, ce que tu veux. Il a fait l'ESSEC. Je pense qu'il vient d'une famille qui classe moyenne, je crois, classe moyenne, genre de choses. Il avait quand même un certain nombre de potes qui étaient. Tu sors de l'ESSEC, donc c'est notamment dans le podcast, il explique qu'il a donné des conseils à certains potes qui avaient lancé des boîtes, et c'est comme ça qu'il a réussi à débloquer finalement sa monétisation, parce qu'initialement c'était au repas, puis après c'est devenu un membership, blablabla. Donc voilà, je sais pas, je l'ai écouté plein de fois, Harold, parce que je trouve hyper inspirant son parcours, et je trouve que ce qu'il a créé est hyper intéressant, parce que c'est un modèle qui est simple, qui est réplicable à l'infini, et qui se veut pas finalement hyper ambitieux. Le mec, il veut pas faire des milliards, il fait à peu près 1,5 million par an, sauf qu'il est solo. Aucun VC, aucun employé, il bosse avec des freelances. Alors certes, il doit payer le resto pour, c'est le modèle quoi. Et donc à mon avis, il doit être sur du gros 50% de marge peut-être. Et donc finalement, c'est hyper intéressant quand tu es solo. Mais sur storytelling, je sais pas à quel point c'est du storytelling justement. Je sais pas, quand tu sors de l'ESSEC, est-ce que tu arrives vraiment au stade où tu bouffes des pâtes tous les jours et que tu sautes un repas sur 2? Je sais pas. Ouais, ok. Bon, après, ça n'empêche pas, si tu dures plusieurs années, que tu aies fait l'ESSEC ou non, que tu aies tes parents qui puissent te fournir à manger de temps en temps. Bon, il n'était pas sur la paille, mais bref. L'histoire, c'était de dire que même si peut-être que c'est exagéré, peut-être que finalement, il était relativement confort, peu importe qu'il était confort ou non, le fait est que son projet n'a pas fonctionné pendant au moins 3-4 ans, n'a pas vraiment suffisamment fonctionné, et que du coup, il a pu le mener à bien parce que il y croyait profondément et qu'il était surtout animé par cette croyance-là. Mais par contre, je trouve que Harold, comme je disais juste avant,
c'est quand même l'archétype, parce qu'il a créé, du business simple, pas en termes d'exécution, hein, en termes de ce que ça représente finalement. C'est quoi? C'est un dîner à Paris tous les mois. Alors, Voilà. il insiste, ce sont des déjeuners. C'est pas des dîners, Des, ce sont des des- déjeuners. pardon, des déjeuners. Je crois qu'il y a à peu près 150 membres. Ouais. C'est entre 100 et 150 membres. Et c'est tout. Alors, forcément, il crée une ambiance. Il essaye d'apporter un peu d'innovation à chacun de ses déjeuners. Avec, à ce qui paraît, au dernier déjeuner, il y avait des robots qui apportaient directement les plats sur la table. Et puis après, à chaque fois, avec des invités exceptionnels. Mais ça reste extrêmement simple. Et comme tu l'as dit, Marc, il a réussi à tenir suffisamment longtemps sur un truc qui était simple, mais qui avait un marché pour ça. Et ça a fonctionné, ça a cartonné. Et je trouve ça trop cool. Je veux dire, c'est typiquement le type de business que je trouve hyper intéressant et qu'après, soit tu peux dupliquer ailleurs, puisqu'il est qu'à Paris. Hein. À la limite, il aurait pu dupliquer ça à Londres, il aurait pu dupliquer ça à New York, il aurait pu dupliquer ça ailleurs. Non, il s'est dit, on reste à Paris. Et il fait ça depuis 10 ans. Hein. C'est pas un truc sur 3 ans. Hein. Donc, il fait ça depuis 10 ans et on reste à Paris. Et on développe ça comme ça. Et je trouve ça très cool. Et du coup, avec le surplus de cash qu'il a, ce qu'il fait, c'est qu'il a investi dans des boîtes maintenant. Et je trouve ça génial. C'est un peu la discussion qu'on a vue hier, Marc, c'est de dire, OK, bon, il y a un premier palier qui a été atteint. Un bon palier d'ailleurs, 1,5 million par an lorsqu'on est solo, c'est quand même hyper intéressant. Et puis avec le surplus de cash, on est OK sur le fait qu'on ne développe pas plus la chose. Et avec le surplus de cash, par contre, c'est là où on va chercher l'effet de levier en investissant dans des boîtes. Je trouve ça trop stylé. Je trouve ça hyper intéressant comme modèle. Du coup, on a fait le tour sur le sujet création de communauté, là, j'imagine. Bah, du coup, ce sera la première vidéo, c'est top. C'est génial. communauté, débat. Et, Ouais. du coup, j'avais une proposition pour vous, pour le Alain Empire. Bon, on reverra le nom quand même. Ouais, Alain Podcast, je sais pas. Mais tu sais que j'ai prévu du coup de faire un post annonce lancement du podcast sur LinkedIn. Ah Et à la merde. fin, du coup, je vais demander, je sais pas si je vais encore faire un sondage ou non, mais je vais dire, vas-y, proposer des idées de noms là. Mais Ouais, bah, pardon. ça va s'affiner. Non, excuse-moi, Ouais. mais par rapport au nom et même au sujet, ça va s'affiner. En fait, finalement, on a juste une discussion entre nous, ce qui peut nous aider à réfléchir dans diverses directions et qui est assez enrichissante. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, ça s'affine et que du coup, même le nom vienne tout seul. Et puis même, il y a une tendance actuellement sur YouTube et sur les réseaux en général, c'est les formats beaucoup plus bruts, beaucoup moins sans montage, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus authentique. C'est le cas là pour le contenu un peu sport, tu vois. Et je pense pour le contenu podcast, tu vois des trucs un peu plus bruts, moins travaillés, on va dire. Ouais, avec un micro comme tu vois, un petit peu éclaté où on entend Non une mais, fois sur deux. non, mais faut que je raconte. Là, mon portable, il s'est éteint là, pendant l'appel. J'ai dû changer, j'ai dû switch sur mon ordi et mon micro, il marche pas sur mon ordi. Ok. Du coup, ouais, Luc, tu avais une proposition? Ouais. Bah après, on peut en reparler hors podcast de ça, mais. Alors, déjà, est-ce qu'on a cette volonté ou pas de créer un truc ensemble, en side? Bah, moi, je suis absolument pas fermé. C'est-à-dire que je veux pas forcer le truc. Je veux pas dire qu'il faut absolument qu'on crée un truc ensemble. Mais par contre, si on a un projet là qui est extrêmement intéressant et qui arrive, moi, je suis carrément chaud. Bah, il y a un truc que l'on peut essayer. C'est le business. Alors, j'en parle tout le temps. Hein. Le business des newsletters. Pourquoi? Parce que ça prend pas beaucoup de temps. Moi, ça prend 0 seconde par semaine. Et bon, j'ai délégué, mais en soi, ça me coûte pas grand-chose de déléguer. Ça coûte 300 balles par mois de déléguer la création de la newsletter. Et c'est facilement, on peut facilement le mettre à l'échelle. C'est pas très compliqué de passer de 0 à 1000 abonnés, de 1000 à 10 000, de 10 000 à 100 000, j'ai jamais fait pour le coup, mais abonnés, j'attends. Et après, c'est très facilement monétisable. Donc, ça prend pas beaucoup de temps. Facilement scalable, facilement, c'est pas trop dur de le mettre à l'échelle. Et facilement monétisable. Donc, toi, tu voudrais dans l'idée créer une newsletter commune. Ouais. Ok. Parce que, Marc, je sais pas si tu avais vu, je
t'en avais parlé, Marc, mais j'en avais parlé à Luc aussi. Moi, j'ai une idée de fou. Bon, après, il paraît que je suis allé m'enseigner et je crois qu'il y a déjà des trucs qui le font. Mais de centraliser, en fait, sur une app. Tu crées une app qui utilise l'API de GPT. Et en gros, tu t'abonnes à des milliers de newsletters différentes, gratuites, sur plein de contenus différents. Et en gros, sur l'interface de l'app, tu as plein d'icônes avec les domaines qui t'intéressent. Tu cliques sur le domaine qui t'intéresse. Et pour 3 euros par mois, tu as accès à un condensé de toutes les newsletters sur le domaine. C'est-à-dire que tu fais travailler l'API, t'entraînes ton compte GPT justement pour réunir toutes les newsletters que toi tu reçois sur une boîte mail annexe ou sur un fichier annexe, qu'il les traite, il en fait un sujet synthèse avec les plus pertinents, les infos les plus pertinentes, les chiffres clés, etc., etc. En gros, tu centralises toutes les newsletters du monde dans une newsletter sur une app et tu fais payer ça 3 euros par mois. Et pour chaque topic, par exemple, si tu es passionné tant par l'informatique que pour la cuisine, bon, bah, tu payes 3 euros pour la cuisine. Du coup, tous les jours, tu auras une newsletter de type cuisine et tous les jours, tu auras une newsletter pour 3 euros de plus sur l'informatique. Ouais, l'app ultime de toutes les newsletters, ça peut être pas dégueu. En fait, j'ai commencé à regarder. Bon, après, je crois que ça risque de coûter très, très cher en API, quoi. Bah après, tu mets ton prix en fonction. Ouais. Ok, le sujet que tu proposes, Luc, sur le principe, pourquoi pas, après quel sujet? Parce que justement, c'est ce dont on parlait juste avant, au sujet des communautés. Si la finalité, c'est d'écrire une newsletter, ça risque d'être vite inintéressant. En revanche, si la finalité, c'est de parler d'un sujet qui nous anime ou qu'on trouve nous-mêmes très intéressant, là, on a une chance que la newsletter soit elle-même intéressante et amène du monde en audience. Mais alors, je peux répondre rapidement, Luc. Ce qui peut être pas mal, c'est que mine de rien, on a des profils assez différents. On n'est plutôt pas dans les mêmes branches. Et on a chacun de nous trois des aspirations différentes. Luc, je sais que toi, tu kiffes tout ce qui est biohacking, tu suis pas mal Brian Johnson, genre de choses. Marc, tu es plus, dis si je me trompe, mais plus du style un peu Sam Altman ou Elon Musk. Tu vois, ça peut être sympa, un format. Bon, là, j'y pense comme ça, mais un format où, en gros, on a nos trois intérêts. C'est-à-dire que tu as une newsletter et tu as le premier fichier intérêt Luc. Bon, ça ne sera pas comme ça, tu vois, où c'est orienté sur tes passions à toi, Marc sur tes passions à moi et sur mes passions à moi, tu vois. Comme ça, en plus, les personnes qui nous suivent et qui vont regarder le podcast et qui vont peut-être s'habituer et tout, vont dire, OK, bah, moi, je suis plus comme Luc ou je suis plus comme Marc, où je me retrouve. Donc, vas-y, la newsletter, je vais regarder les trucs qui m'intéressent, tu vois. Ok, mais quel sujet? Qu'est-ce que tu racontes dans ta newsletter? Ton avancée? C'est une forme de building public? C'est une forme de ce que j'ai Non. appris cette semaine? Tu vois? Je sais Bon, pas. à réfléchir, Ouais. à réfléchir. Faut que, Ouais, de toute poser la façon, moi, question. je me connais. Si je suis pas le premier passionné parce que je mets dedans, je m'arrêterai au bout d'une semaine. Donc, ça peut être intéressant comme format. Encore faut-il que le contenu, je sois moi-même accro à l'écrire et à le lire, même s'il faut. Ouais, bien sûr. Toi, t'avais pensé à un truc, Luc En fait, l'idée, c'était pas d'écrire une newsletter passion. L'idée, c'était d'écrire une newsletter. Enfin, après, tout dépend dans quelle optique est-ce qu'on est. Hein. Mais si l'idée, c'est de développer une activité que l'on veut essayer de mener assez loin et qu'on veut essayer de dupliquer, l'idée, c'est de prendre ce business model et de dire, OK, quelle niche on peut attaquer? Et de commencer par un truc qui nous intéresse quand même. Moi, c'était ce que j'ai fait pour le SEO briefing. Je lisais très souvent de l'actu business et en fait, il y avait un format newsletter que je trouvais intéressant, mais le contenu était nul. Et de l'autre côté, il y avait d'autres newsletters où le contenu était hyper intéressant, mais le format était indigeste. J'ai fait le SEO briefing et le SEO briefing, j'adore le recevoir, j'adore le lire et j'adorais l'écrire lorsque je l'écrivais. Sauf que je ne me vois pas l'écrire tout le temps et c'était pas un projet passion. Enfin, je veux dire, ma passion, c'est pas de rédiger de l'actu business tous les jours. Donc là, l'idée que j'avais en tête, c'était de prendre quelque chose qui nous intéresse, quelque chose qu'on peut. Dans tout cas, pour que ça marche, il faut qu'on puisse le consommer. C'est tout pour final. Si on n'est pas prêt à le consommer, généralement, ça ne marchera pas. Donc un truc qu'on est capable de consommer, qui s'adresse à une niche vachement monétisable. Exemple, les chefs d'entreprise, mais pas que, tu vois. Enfin, ça peut aussi s'adresser je sais pas, ça peut s'adresser à l'IMO, ça peut s'adresser à. Enfin,
toutes les niches monétisables, parce que généralement, le lead, l'email que tu as vaut cher derrière, et donc c'est très facilement, tu peux gagner pas mal d'argent comme ça. Voilà, c'est tout. Donc, en gros, trouver un truc qu'on peut consommer et qui soit facilement monétisable. Ok, moi j'ai peut-être déjà une idée me concernant, qui permettrait en plus d'aligner les planètes. Je pense qu'il faut de toute façon que ça reste dans nos couloirs de nage respectifs pour que ça coche toutes les cases, que ce soit un sujet qu'on puisse nous-mêmes consommer, enfin un truc qui nous intéresse profondément, et surtout qu'on ait une vraie valeur ajoutée dessus. Donc moi, ce serait évidemment un sujet avec les apps mobiles. Et en l'occurrence, comme il est probable que je me lance très prochainement dans une app sociale à grande échelle, et notamment avec The Quest, l'un des objectifs de cette aventure-là, c'est aussi de documenter, donc de build-in public. Mais là, ce serait un build-in public, non pas forcément en termes véritablement de chiffres, de transparence à ce niveau-là, mais plutôt de leçons apprises sur le terrain sur le sujet de la viralité pour les apps sociales. Parce que ça va être le sujet qui va m'obséder, qui m'obsède déjà depuis un certain nombre d'années, mais qui va m'obséder de manière vraiment focalisée dans les prochains mois, 12 prochains mois au moins. Et en fait, l'objectif via ce projet-là et avec The Quest, ça va être de poser des hypothèses, de les valider ou de les invalider au plus vite. Donc d'itérer hyper rapidement, autrement dit d'apprendre hyper rapidement sur des hypothèses qu'on va poser au sujet des apps sociales et de leur viralité. Et donc l'idée, ça va être éventuellement de profiter de cette newsletter, moi, pour documenter ça, les grandes leçons que je peux en retenir et qui, elles, pour le coup, auront une valeur hyper élevée en termes d'apprentissage pour l'audience. Ouais, carrément. Bah, en vrai, faut creuser. Faut creuser. Moi, je suis carrément ouvert à l'idée. Et en tout cas, en vrai, voilà, je suis un peu hype par le commencement. Tiens. On débute tout juste. On va voir les trucs un peu grandir. On va voir s'il y a de l'engagement. Euh, je suis curieux. Je suis curieux de savoir où est-ce que ça va nous amener, si on va réussir à tenir le rythme. Faudrait qu'on soit un peu régulier. Après, on va peut-être pas faire ça toutes les semaines. Mais je pense que ça peut être très sympa. Quelqu'un a quelque chose à ajouter peut-être? Non, mais on regardera ça pour les semaines suivantes. Je m'étais noté de parler rapidement du podcast de l'entretien justement de Nikita Bière, là qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'il y a un nombre d'enseignements assez incroyables, mais on en reparlera plus profondément dans Bien le sûr. prochain épisode. Bien sûr. Même moi, j'avais prévu de parler un peu là du chat roulette entrepreneur Ah ouais, très bien. avec une anecdote drôle à raconter. Quand on parle on en parlera la fois suivante, mais quand on parle justement de projets comme ça, de sujets, je pense que c'est bien d'essayer de prendre le réflexe de nommer les entrepreneurs qui sont derrière. Ok. Donc, je me rattrape moi, par rapport à tout à l'heure, l'entretien avec Carole Parizeau. C'était Arthur Valton, celui qui tient la chaîne Just Brand et qui a fait cet entretien. Ouais. Et là, donc toi, pour le chat roulette entrepreneur, c'est Kevin Dufresne. Ouais. Écoutez, on peut conclure là-dessus. Je vais faire en sorte que ça sorte le plus vite possible. Et on se retrouve bien vite alors. Allez, salut. Ciao, ciao. Salut.